Et salut tout le monde, JF Breton pour le balado Automédia. Aujourd'hui en direct du sommet, de la rencontre au sommet de la CCAQ, édition 2025, en compagnie de Dominique Sigouin. Considérez-vous comme salué de nos avec consultants entre deux fins de mois et ces choses-là? Et ces choses-là. Aujourd'hui, conversation, on va parler d'un paquet d'affaires. On va parler justement de ce qu'on a vécu hier et aujourd'hui à la rencontre au sommet, de ce qui suit, de ce qui s'en vient pour la suite. Et on jase un peu, Dominique, je vais aller fouiller dans ton cerveau, littéralement. Ça fera pas mal, ça va bien aller, parce que je sais que tu es physiquement impliqué dans les concessionnaires. Tu es là, tu les accompagnes, tu les coaches, tu regardes un peu l'ensemble de l'œuvre, de comment ça se passe, puis des dossiers à adresser. Fait que je veux savoir, là, c'est quoi ces dossiers-là? Quelles sont les préoccupations du moment? Puis c'est quoi les problèmes à régler en date de fin 2025, début 2026? Fait que voilà, c'est ce qui vous attend dans cette discussion. Hey, salut tout le monde, je prends quelques secondes avant de poursuivre avec l'entrevue pour remercier le commanditaire officiel du balado Automédia, Garantie KM+. Avez-vous commencé à préparer l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 30 en juillet 2026? Ça s'en vient, là, c'est dans à peine un an. Garantie KM+, y a travaillé très très fort et présente son nouveau plan royal. Informez-vous là-dessus. Garantie KM+, c'est quoi? C'est une entreprise qui ne se contente pas que de vendre des garanties prolongées. Ils accompagnent les concessionnaires automobiles, évidemment, mais aussi de véhicules récréatifs, de sport motorisé, de sport marin, avec des solutions qui sont simples, efficaces et pensées pour la réalité du terrain. Grâce à une équipe qui est omniprésente partout sur le territoire, à l'écoute et proactive, KM Plus comprend vos enjeux les concessionnaires et vous aide concrètement à augmenter vos ventes, à optimiser la performance de votre département F&I et à bâtir une relation durable avec votre clientèle. KM Plus, c'est bien plus qu'un fournisseur de garantie, c'est un partenaire d'affaires qui est engagé à votre succès, à vos côtés. Demandez une rencontre avec votre représentant KM Plus pour en savoir plus. Rendez-vous au kmplus.ca. Encore une fois, c'est le kmplus.ca. Maintenant, de retour à l'entrevue. Dominique, bonjour. Considérez-vous comme salué? Toujours un grand plaisir de se retrouver dans différents événements, comme cette troisième édition du sommet, de la rencontre au sommet, en fait, organisée par la CCAQ. On est là, c'est le jour 2 aujourd'hui, c'est sur le point de se terminer. Oui. Fait on rate pas une occasion, vous commencez à le savoir, on ne rate pas une occasion de se faire une petite jasette, toi et moi, quand on se croise. Oui, des sujets assez intéressants, encore très pertinents, des nouveautés. On a assisté aux deux premières éditions. C'est pas exponentiel, mais pas loin. Disons que l'engagement, les invités aussi, qui étaient présents, donc beaucoup de premières. Ouais. Et si je ne me trompe pas, c'est le plus grand industrie automobile au Canada. La plus grande Que- rencontre de Exact. l'industrie, oui, c'est ça, le plus grand rassemblement, dans le fond, d'acteurs de l'industrie, voilà, qui sont tous ensemble en même temps pour adresser la situation. Si on parle de ces acteurs-là, on avait l'habitude d'avoir les concessionnaires. Fait que le sommet, c'est pour et par les concessionnaires. On avait les partenaires, les fournisseurs aussi qui sont souvent là. Mais il y a une première cette année. On a le tiers 1 qui est là. Plusieurs Les manufacturiers. Je ne veux pas dire une dizaine, ou je n'ai pas le chiffre exact, puis je ne veux pas dire des niaiseries, ce que je fais toujours, mais probablement une dizaine de manufacturiers qui sont présents, qui ont été impliqués, qui ont collaboré. J'ai tâté le pouls, le terrain de quelques-uns de ces manufacturiers-là. Des belles surprises pour eux autres. Ils s'attendaient, je crois, pour certains, devenir un spectacle, un show, parce que les concessionnaires, on va parler de nous. Ils ont travaillé, ils ont été impliqués dans les solutions aussi. Fait qu'il y a des belles surprises positives. Et j'ai hâte de voir la prochaine édition, si on ne va pas doubler ou avoir l'ensemble des manufacturiers. Bien justement, avant de passer aux autres sujets, puisqu'on est au sommet, ça vaut la peine d'en parler un peu. Je serais curieux d'avoir justement ton analyse. Là. Comment tu as trouvé ça, cette troisième édition? Puis qu'est-ce que tu peux me dire sur où on se trouve présentement dans tout ce processus-là qui a été lancé là, il y a plus de 2 ans maintenant? Oui, ça va plus vite que je l'aurais cru, on va dire comme ça l'ensemble, mais pour certains, ça va pas assez vite. Les transformations, les vraies transformations, ça prend toujours du temps. La troisième édition, tout se fait, je trouve, dans l'ordre. La première qui était d'avoir la demande des concessionnaires, le manifeste. Après ça, la deuxième année, ça a été justement, on va former l'ensemble de la haute direction. Puis là, dans la troisième
édition, on s'en va dans la deuxième étape. Fait bien les chiffres, de la certification, la deuxième étape, qui va être les conseillers en produits et les directeurs commerciaux. Ouais. Donc, tout se fait bien par étapes. Il y a l'intégration des partenaires qui s'est faite dès le départ, les manufacturiers, déjà la troisième année. Jean-François, on avait parlé il y a 3 ans, avant la première édition, puis on s'était dit dans combien de temps qu'on pense qu'on va avoir des manufacturiers. On aurait peut-être dit 5 ans. Ouais. Un peu plus long, moyen, long terme. En 3 ans, c'est très rapide. Là, on a senti aussi dans les sujets, parce qu'il y a plusieurs sujets qui ont été abordés, mais il y en a un qui était, je pense, un thème qui revenait beaucoup, c'était la communication. Communiquer avec le public et communiquer avec nos employés à l'interne. Le public, ça sera probablement dans les prochaines étapes. C'est la prochaine vague. On a un travail à faire avant d'inviter le public. C'est important. Pour constater la transformation. C'est ça. Il faut que transformation, il y ait eu Exact. avant de t'inviter à venir la voir. Puis c'était un peu ça aussi, parce que là, tu as des concessionnaires qui étaient là depuis 3 ans, la troisième édition. Il y en a qui ont fait déjà la première étape. Il y en a qui ne l'ont pas fait. Il y en a qui étaient ici, qui ne l'avaient pas fait encore. Donc, pourquoi tu ne l'as pas fait? Puis, il y a beaucoup des vraies conversations aussi qui reviennent avec le « je ne veux pas le faire juste pour le faire ». Ouais. Je veux que ça ait une vraie valeur. Qu'il y ait quelque chose derrière ça, Ouais, au-delà de justement un logo puis une promesse là, On lancée ne veut comme pas ça. ça. Puis ce que je trouve bien et sain, c'est que l'industrie est consciente. Là, on n'est plus à se mentir ou à se mettre la tête dans le sable. On est conscient du travail qu'on a à faire pour gagner la confiance des consommateurs, du public. Puis l'ensemble des acteurs de l'industrie qui sont présents, il y en a qui ne sont pas présents. Si vous n'êtes pas là, on va se parler. Il faut être là. Mais il y en a qui, justement, peut-être veulent attendre un peu plus. Mais là, il y a un réel engagement de vouloir faire les choses pour les bonnes raisons, non pas juste pour le collant ou la petite affaire. Je pense que l'introduction des manufacturiers, ça va un peu en ce sens-là aussi. Oui, puis tu sais, tu parles du taux d'adoption, ou en tout cas de la quantité de personnes qui sont présentes. Tu sais, au niveau concessionnaire, on est rendu aux 3/4 là, déjà des concessionnaires. C'est 74% des membres de la CCAQ qui sont certifiés ou en voie de l'être. Fait que c'est quand même une majorité importante, là. Oui. Puis ça aussi, c'est rapide. Ça aussi, Ouais. si on avait dit au début, c'est quand on va avoir le 50 ou le 2/3 ou le 3/4, on n'aurait peut-être pas dit aussi rapidement. Mais il y a cet engagement-là dans je m'engage, je commence ou je fais ma première étape. Mais là, même si j'ai fait ma première étape, je veux des vrais changements sur le plancher. Je veux des changements qui sont concrets. Puis il y avait beaucoup d'échanges en ce sens-là avec les propriétaires, où est-ce qu'ils disaient, j'ai peut-être pas bien justement communiqué à mon équipe, peut-être pas bien vendu, d'une certaine façon. C'est quoi qui se passe? Puis je pense que c'est un des éléments. Tu as des gens qui sont ici pour la première année, qui sont, mettons, des DG ou directeurs des ventes, qui ont été invités. La première année, c'était le propriétaire uniquement ou un VP. Puis là, de dire, il me parlait de ça depuis 2 ans. Là, je comprends l'ampleur et l'événement, parce qu'il faut vraiment être là pour... Tu sais, ça a l'air justement d'un show de boucan, là, quand tu es de l'extérieur, tu vois ça, mais il y a du travail concret qui se fait à chaque atelier, puis plusieurs ateliers par jour. Là. Et justement, tu sais, ça, c'est un des points, je pense, le fait que effectivement, ce sont les décideurs, ce sont les propriétaires, les directeurs généraux qui sont là. Mais un des défis, justement... On a le droit de dire cheval, chevaux. C'est vrai, c'est parfait. Probablement que généraux. Ben c'est ça, un des défis, c'est justement de prendre cet engouement-là. Tu sais, quand tu es dedans, tu le vis, c'est une chose, mais après ça, il faut que ça, si tu me passes l'anglicisme, trickle down dans ton équipe, à l'intérieur de ta concession. Probablement même un peu comme conseiller, on va le vivre. Des fois, on va aller à des formations du manufacturier, des pistes d'essai, où est-ce qu'on va essayer le véhicule, puis là, on est emballé, passionné. Combien de temps ça dure dans le temps pour on va dire passer ou faire transmettre cette passion-là au consommateur? C'est un peu le même défi qu'il y a avec les propriétaires. Il y en a qui sont très engagés. Puis peut-être qu'ils prennent pour acquis que justement tous les employés, tout le monde est au courant parce qu'ils sont très impliqués, ils en entendent beaucoup parler. Mais là, je pense que c'est de passer la balle. C'est un peu ça la thématique. C'est ça l'idée. La balle est entre vos mains, puis là, les dirigeants qui sont ici au sommet, ils vont avoir cette balle-là. Puis ça va être probablement dans la thématique, un peu la symbolique, mais c'est de passer la balle à quelqu'un d'autre, quelqu'un de mon équipe, que ce soit un conseiller, un directeur commercial, peu importe l'employé, un ambassadeur, quelqu'un qui est dans les bonnes pratiques. Vous allez peut-être voir des petites balles bleues comme ça atterrir dans vos concessionnaires. Oui, et donc si vous voyez ça, sachez justement que ce n'est pas seulement pour vous aider à traverser la fin de mois. Là. Il y a vraiment...
Il y a vraiment une thématique derrière et il y a une intention derrière. Fait que ça, c'est bien intéressant. Je veux revenir sur justement la présence des manufacturiers parce que dans tout cet exercice-là, on se rappelle que le but du jeu ici, c'est de regagner la confiance, de regagner un niveau de transparence et tout ça. Je trouvais bien intéressant de voir justement qu'on a parlé du rôle du manufacturier dans cet exercice-là. Parce que en tant que concessionnaire, à partir du moment où il y a 3-4 changements de programme dans le mois, puis qu'on ne sait plus trop quand est-ce qu'il va y avoir une meilleure promo, est-ce que je devrais te vendre la voiture aujourd'hui ou demain le deal va être meilleur? Il y a comme cet élément-là de changement de programme et de différentes promotions dans le même mois. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est un exemple qui fait en sorte que pour le consommateur, monsieur, madame, tout le monde ne le sait pas. Là. C'est-tu le concessionnaire? Déjà, on n'est pas sûr si on a confiance. Ouais. Fait que c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Ça vient-tu du concessionnaire? Ça vient-tu du manufacturier? Ça contribue à cette confusion-là puis à cette méfiance-là, d'une certaine façon. Oui, absolument. Puis je pense que c'est un des constats. Je ne sais pas si les manufacturiers vont avoir la même lecture, mais de leur importance puis de leur rôle qu'ils ont à jouer parce que ça part d'en haut. Au même titre que là, on arrive avec, dans la concession, le propriétaire ou le DG ou la direction, de transmettre le message vers le bas, c'est la même chose, ça part du manufacturier. Puis il y a beaucoup le côté prix, sans parler de négociation, juste les programmes. Dans les commentaires, au niveau de la stabilité des programmes. Alors c'est certain, je suis un concessionnaire, vous êtes un concessionnaire, puis tu as un blitz du 10 ou du 20, ou tu as des changements de programme en cours de mois. On comprend, quand on est dans l'industrie de la réalité, le pourquoi les manufacturiers le font, les enregistrements, l'inventaire, de voir les ventes, fait qu'ils réagissent. Mais l'impact que ça a sur justement la confiance du public qu'on essaie de regagner, quand j'ai des changements de programme, puis hey, j'ai acheté mon véhicule il y a une semaine, je m'en vais prendre possession, le programme a changé, c'est beaucoup de gestion pour les employés aussi. Fait que peut-être juste d'avoir des programmes, sans dire mensuels, ou aux 2 mois ou aux 3 mois, il y en a quelques manufacturiers, il y a des offensives, mais peut-être d'avoir des programmes un peu plus stables, qui ne vont pas changer. Ouais. Puis au-delà des programmes, tout ce qui est des fois aussi dans les programmes, les rabais, la perception, si j'ai des rabais de 5, 10, 15, 20 000, la perception que ça peut envoyer aux consommateurs de, bon, ils font beaucoup d'argent, puis en temps normal, je me fais jouer un taux. Voilà. Fait que je pense qu'il y a eu de ça dans les conversations, à quel point les programmes, puis le rôle du manufacturier, puis on n'est même pas dans le prix, parce que ça revient depuis le jour 1, tout ce qui est négociation du prix. Puis si on veut résumer là, la pensée, je pense que tout le monde aimerait ça avoir un prix unique. Même si on dit les prix fixes. Non, les franchisés là, de certaines bannières, les restaurants, le trio, il y a le même prix partout. Il y a des franchisés, il y a des bannières, c'est comme il y a un prix, c'est ça l'offre. Dans l'automobile, oui, c'est particulier, il y a de la négociation, mais ce que j'entends, c'est... Puis, tu sais, ça, c'est bon aussi pour le public. Les consommateurs pensent peut-être que les concessionnaires ont du plaisir avec cette partie-là, qui est la négociation, parce qu'ils veulent faire plus d'argent, puis... C'est un mal nécessaire pour toutes les parties. Puis pour l'avoir vécu dans Accès Toyota à l'époque, quand toi, le prix, c'est ça, et voici le prix, il n'y a pas de négociation, ou il est déjà négocié, il y a un rabais, mais il n'y a plus de game. C'est pas ça le focus. C'est une bonne chose pour tout le monde. Puis ça, c'est une des premières choses aussi, si on veut gagner la confiance des consommateurs, c'est le prix. Fait que, autant du prix, les PDSF, sans parler peut-être de prix fixe, mais... Tu as le prix, tu as les promotions, puis tu as les rythmes ou les changements de programme. Fait que tu as plusieurs éléments qui sont le rôle des manufacturiers, des OEM, puis qui ont un impact direct. Fait que ça aussi dans les communications, je pense que c'est très important. Probablement que toute la partie de stabilité des programmes et des promotions, tout ça qui va être quelque chose qui va être adressé en premier, plus que le prix unique. Mais, puis moi je suis le premier à le dire, pas le premier, mais avec tous les autres qui le disent aussi, si on avait ça, si on avait un prix, voici le prix, c'est ça le prix du véhicule, il est pricé, il est compétitif, il n'y a pas beaucoup de concessionnaires qui seraient malheureux de ça. Puis c'est quelque chose à véhiculer aux consommateurs. Les consommateurs, la majorité, puis quand je parle à des amis, ils pensent que c'est la partie plaisante. Non, ça ne l'est pas. Ça l'a peut-être été à l'époque où est-ce qu'il y avait d'autres pratiques, mais aujourd'hui, tous les professionnels, les nouvelles générations, si on pouvait se passer de ça, là, on a assez de défis à gérer les opérations, l'inventaire, l'approvisionnement, les relations humaines, les RH qui sont nos employés. Fait que si en plus, il faut se battre avec les clients, on ne veut pas ça. Il n'y a personne qui veut ça. C'est intéressant. Puis là, tu viens de me parler de l'ensemble des défis, justement, qu'on vit en concession à tous les jours. C'est là qu'on va aller. J'utilise ce pont-là. Tu as fait un beau pont. Ben, c'est ça. Toi, tu es dans les concessions. Tu te promènes, tu fais de la consultation, tu regardes un peu l'ensemble de l'œuvre. Fait que
je veux qu'on aille là, je veux qu'on parle un peu justement de, en ce moment, là, fin 2025, là, c'est quoi les défis les plus fréquents que tu vois? C'est quoi les maux de tête les plus présents dans les concessionnaires? Dresse-moi un peu le portrait de la situation là, de ton œil. Il y en a plusieurs. Si on prend ceux qui sont adressables, tu sais, parce que c'est sûr Ouais, qu'il y a des choses qui ne sont pas adressables, des choses que je ne contrôle pas, que ce soit le ouais, manufacturier, tu sais, oui, j'ai des réalités, ouais. mais ça ne veut pas dire que si je ne les contrôle pas, je ne dois pas les adresser. Là, tu sais, on parle là manufacturier, partenaire, de ce temps-là, ce qui est le tiers 1, tiers 2, tiers 3, que ce soit le marketing, il y a le manufacturier qui va faire du marketing, qui va avoir une présence. Il y a l'association des concessionnaires, parfois au niveau de la province, qui va avoir aussi une présence, le tiers 2, puis tu as les concessionnaires. Donc là, les trois, on a le même objectif de livrer un véhicule, d'une certaine façon. Puis quand tu te mets à analyser qu'est-ce qui se fait au niveau marketing, qu'est-ce que les agences de chacun de ces tiers-là, il n'y a aucune cohésion, il n'y a aucune collaboration. Je pense que c'est peut-être là le début du travail euh, de collaboration avec le manufacturier, les concessionnaires, puis le tiers 2, c'est de dire, on peut-tu s'asseoir pour regarder, regarde, là, en théorie, le tiers 1 devrait vendre le véhicule. Pourquoi c'est ce véhicule-là que je devrais acheter? Ça, c'est ton annonce dans le cinéma, la belle pub à TV, puis de liberté. Ils sont heureux, hein? C'est les émotions. On ne parle pas de spec, de puissance, puis de rien, c'est juste des émotions positives. Ben, ça, c'est la job du manufacturier, c'est de me vendre le véhicule. Fait que le consommateur, il a vu ça, il fait ses recherches, il va regarder c'est à quel prix ce véhicule-là. Puis là, souvent, c'est là que j'ai le tiers 2, l'association des concessionnaires qui va avoir comme mandat de mettre en marché l'offre tactique, le 0%, le 0,9 ou la mensualité. Puis le concessionnaire, ce qu'on devrait faire, puis tu le fais, toi aussi, tu es avec les concessionnaires qui ont fait du marketing, ça devrait être juste why buy here? Pourquoi je devrais acheter ce véhicule-là qui est à ce prix-là chez nous? Parce que ce qui te reste à ce moment-là, c'est où est-ce que je l'achète? Puis on devrait focusser là. L'ensemble des efforts est mis partout sauf là. Fait que là, on est tout le monde sur le véhicule, tout le monde sur le prix, il y a une compétition, il y a. Tu sais, je pense qu'on en parlait rapidement. Tu vas faire des recherches de mots-clés pour le Google Ads. Fais des recherches, juste le nom du concessionnaire. Puis tu vas avoir des noms de concessionnaires. Puis là, tu as le manufacturier qui s'est payé un Google Ad, puis qui l'attire sur un site national. Ou est-ce qu'après ça, il dit rentre ton code postal, je vais t'aider à trouver un concessionnaire. Quand que l'intention du consommateur était voici ma recherche, je recherche le nom de mon concessionnaire. ABC Motors, je recherche le nom, pas concessionnaire de telle marque dans telle ville. Je recherche spécifiquement le nom de mon concessionnaire, puis là, tout le monde va aller se servir là-dedans. Fait qu'il y a du waste, il y a de la perte, C'est il y a du un manque de gaspillage. du Ben gaspillage oui. d'argent. Ouais. Puis, je ramène toujours à ça, on oublie le consommateur. Tout le monde pense à ses affaires. Là, le consommateur, lui, il voit ça, c'est un chaos, je comprends pas trop. J'ai comme 3-4 personnes qui me donnent sensiblement le même message. Des fois, j'ai une affaire de prix, j'arrive sur le site du manufacturier ou un site d'association de concessionnaires. Les build and price sont pas tout à fait pareils. L'expérience est brisée pour le consommateur. Donc, je pense que pour peu importe les raisons, le marketing, que ce soit l'organique, le payant, le brand, la marque, la création de contenu, ça prend une meilleure communication, une meilleure. Tu sais, on parlait de communication dans la direction avec les employés. Ouais. C'est la même chose avec les manufacturiers et les partenaires, d'être en lien puis de collaborer. On peut-tu bien servir les intentions du client puis être là au bon moment dans le parcours de 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois du client qui va avoir 1000 points de contact numériques, des vidéos, des sites, des reviews, il y a un paquet d'affaires. On peut-tu travailler un peu plus, être cohérent dans cette expérience-là pour l'amener après ça à dire, ben, va visiter mon réseau de concessionnaires? La nouvelle année dans l'industrie de l'automobile au Québec, ça se fête pas au jour de l'an, mais bien à l'avant-première bénéfice du Salon de l'Auto de Montréal. C'est la soirée où toute l'industrie se rassemble pour célébrer, pour contribuer généreusement à 5 fondations hospitalières du Grand Montréal et, évidemment, pour donner le coup d'envoi au Salon de l'Auto. Bref, ça s'en vient, ce sera le 15 janvier 2026 et dans les dernières années, l'organisation a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient à la dernière minute pour acheter leurs billets et qui se retrouvaient potentiellement mal pris avec un événement sold out sans avoir leurs accès. Et les billets sont en vente là. Donc, attendez pas à la dernière minute, attendez pas au retour des fêtes, rendez-vous dès maintenant sur le apb.salonautomontréal.com. Procurez-vous vos billets dès aujourd'hui pour l'avant-première bénéfice du Salon international de l'Auto de Montréal. On se voit donc le 15 janvier 2026 au Palais des Congrès.
Puis en ayant une stratégie un petit peu plus unifiée comme celle-là, puis un peu plus planifiée dans le fond, et mieux organisée, ce fameux gaspillage-là, on l'évite. Ça fait en sorte que vous en avez plus pour votre argent, vous dépensez moins d'argent toute la gang, et donc au final, ben, vous avez plus de ressources pour justement aller faire d'autres offensives, faire d'autres initiatives, puis justement mettre davantage de dollars peut-être pour venir compléter un peu la stratégie au lieu que ce soit un gouffre sans fin. Parce qu'effectivement, tu sais, on parle juste des mots-clés. Mais tu sais, Google, Facebook, qui sont 80% des dépenses. Oui, Tu oui. sais, on généralise, on fait ça simple. Tu as Google, Facebook, fait que le Google Ads de Facebook Ads, c'est 80% des dépenses ou presque de bien des entreprises. On peut-tu commencer par organiser ça, que ça soit courant? Puis comme tu dis, au final, c'est juste plus d'argent, autant pour le manufacturier que le concessionnaire. Il y a Google et Facebook qui vont en faire un peu moins. Puis, les agences, tu sais, t'en es une, il y en a plein, il y a des fournisseurs de sites web qui font du marketing, il y en a qui font juste du marketing. Tout le monde veut juste bien servir le client puis avoir une bonne relation, un bon win-win. Des fois, on est super bien intentionné, on veut faire un bon travail, mais je me fais cannibaliser ou je compétitionne mon manufacturier ou plein d'autres manufacturiers. Ben déjà, justement, il y a de la compétition qui existe. Tu sais, les autres marques vont tenter de faire des gains chez les autres marques. Donc, au moins, à l'intérieur du même brand, si on peut mettre les chances de notre bord puis éviter justement de se cannibaliser. Je cherchais un synonyme, mais je vais y aller avec le même mot. C'est le seul mot que j'ai en tête aussi parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est un enchère. Puis là, on est tous là. Il y a une personne qui est un acheteur. Puis là, tu as le manufacturier, tu as l'association, puis tu as le concessionnaire. Puis là, on est tous là à se battre dans un enchère pour attirer l'attention du même. On peut-tu avoir une cohésion dans hey, c'est quoi l'expérience qu'on va y offrir? Peut-être essayer. C'est sûr que c'est pas aussi facile que de dire on fait le A, je fais le B. Puis c'est pas linéaire, c'est pas facile de segmenter. Mais si au moins il y a une communication dans c'est quoi le message qu'on véhicule. Puis le chevauchement, tu sais, dans la cannibalisation, le chevauchement, si on a au moins les conversations ouvertes. Parce que c'est l'autre chose qui arrive. Tu peux être bien intentionné, tu fais tous tes setups, l'autre agence fait la même chose. Mais Google, il décide de plus en plus de certains paramètres. Et tu peux dire, fais pas ça, mais il fait pareil. Puis, fait que si au moins on a les conversations, ça va tout changer. Mais encore faut-il prendre le temps de les avoir et aussi prendre le temps d'analyser. Mettons, toi, là, dans ton expérience, là, tu te promènes dans les concessionnaires, là, les DG ou les personnes en charge, sont-elles vraiment au courant de comment est montée leur campagne, comment ça se passe, combien ils paient de frais de gestion, quel type de mots-clés ils achètent? Tout ça, là, on parle de ce qu'on devrait faire, mais la première étape avant de se rendre là, c'est au moins de s'y intéresser, puis au lieu de juste signer le chèque, quoi qu'il n'y a pas vraiment de chèque, là, ça passe à la carte, là, mais bref, au lieu de juste faire ça, ben ça vaut la peine peut-être d'aller creuser un petit peu plus loin, puis au moins d'être au courant, puis de savoir aussi comment l'évaluer. Tu sais, parce que c'est beau de voir, je reçois un rapport, good, je regarde le rapport, quels sont les éléments sur lesquels je devrais passer mon temps ou pointer mon attention. C'est difficile à savoir. Puis c'est ça, l'expertise n'est pas là. Puis avec raison, parce que c'est pas l'expertise que je suis supposé d'avoir à ce poste-là. Exact. C'est pas la raison pour laquelle je suis directeur des ventes ou directeur général des ventes ou DG ou même marketing, mais souvent c'est les directeurs. Puis l'analogie, je l'ai compris quand je suis tombé dans l'automobile en 99. Là, je me suis intéressé au marketing. Ben, j'étais un gars de marketing, j'étais vendeur. Puis là, dans la concession, puis là, OK, c'est quoi le pub qu'on fait? C'est simple. On a de la coop. Ça part de même. Ça, c'est ce qui va expliquer 80% des problèmes. Fait que tu as de la coop. Il faut que je dépense 10 $ j'ai de la coop pour 20. Puis, fait que là, le concessionnaire, on me demande c'est quoi son budget de marketing. Mais c'est ça. C'est le montant qu'il faut que je dépense pour ma coop. OK? Mais qui plus est, c'est comme, tu sais, ça, c'est une affaire que le manufacturier veut que tu fasses, puis, mais ça ne devrait pas être juste ça. Fait que déjà là, en partant, la majorité, c'est juste ça ou presque leur budget. Ce qui est fait de coopable n'est peut-être pas toujours les meilleurs canaux ou types de façon de passer un message pour un concessionnaire. Ce qui est coopable, puis je le dis, puis tu sais, je sais que mes amis manufacturiers n'aiment pas ça, mais la coop, c'est pas le manufacturier qui paye 50% de ta pub. Pour moi, la coop, c'est toi qui payes 50% de la pub de ton manufacturier. Puis là, les dealers me disent non, c'est ma pub. Je dis non, c'est pas ta pub. Change le prix, change le taux d'intérêt. Non, c'est ça. Tu as la pub, tu respectes, puis c'est correct que ce soit comme ça, aligner la marque, ça serait le bordel. Mais c'est la pub du manufacturier. Puis j'ai compris au début, quand je faisais le marketing, début 2000, c'était le journal. Fait qu'on mettait le petit bandeau. Avec ton nom en bas, là. Oui, tu avais ton nom, ton courriel tout. Tu avais comme
ton 30-40 lignes à gâte, là, tu sais, de hauteur. Fait que tu mettais juste ton petit bandeau, mais la pub, c'est la pub du manufacturier. Fait que tu payais 50%. C'est comme, OK, c'est un minimum, puis c'est peut-être aussi, ça a été fait parce que les concessionnaires ne s'occupaient pas du marketing, ne connaissaient pas ça, c'était pas leur expertise. Sauf que c'est peut-être pas bien appliqué. Fait que déjà là, tu as beaucoup de directeurs des ventes ou de gens dans les concessions qui s'occupent des budgets qui ont été élevés comme ça. C'est la coop qui dirige. Fait que déjà, j'ai un type de publicité qui est souvent tactique, le véhicule, c'est pas le why buy here, c'est pas moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de création de contenu, puis tout a shifté dans les dernières années, parce que c'est la bonne approche. Fait que le marketing, à part là, ça part de là. Puis après ça, j'ai des fournisseurs de sites web qui souvent font le marketing. Il y a 5-6 gros joueurs, c'est tous des experts, c'est toutes des compagnies qui ont plusieurs centaines, des fois, de clients, donc je fais confiance. Je suis un directeur des ventes, j'ai assez d'affaires à gérer, hein? J'ai assez d'assiettes chinoises, les dossiers, l'acquisition, les RH, les promos, les changements de programme 4 fois par mois, on émet, les affaires électriques qui embarquent, qui débarquent, les rabais. Bon, j'ai assez d'éléments à gérer. Là, la pub, je m'en débarrasse. Souvent, c'est ça qui arrive. On va prendre le temps de s'arrêter. Les fournisseurs traditionnellement de marketing aussi, peut-être qu'il y en a qui ont voulu à l'époque avoir ces conversations-là avec les concessionnaires, dire hey, je veux prendre le temps d'eux, puis ça a fait comme ben, ça donne rien. Ils s'en sacrent. Combien de leads tu m'as donné? Hey, ça, c'est le KPI, des leads. Bon, j'ai une petite phrase que j'aime beaucoup dire et que je crois sincèrement. Pour moi, un lead, c'est négatif, c'est une interruption du processus de magasinage pour le client. On pense à nous autres, on va revenir au client. Pour un consommateur, un lead, c'est une interruption de son processus de magasinage. Ou est-ce que tu ne m'as pas donné la réponse que je m'attendais d'avoir afin de prendre une décision d'achat éclairée parce que je suis un consommateur intelligent. Puis là, tu ne me donnes pas la réponse, fait que je suis obligé de communiquer avec les vendeurs de chars que j'aime pas parce qu'on est le dernier dans les sondages. Fait que tu m'obliges à entrer en communication avec toi ou avec des double steps de rendre ton courriel où je vais te donner un prix en 2 minutes puis finalement ça va prendre 10 heures parce qu'il faut que je t'appelle. Ouais. Il y a un paquet. C'est pas bien fait. C'est pas bien fait à la base. Fait un lead, c'est une interruption. Fait que là, on veut le plus de leads. Fait que je veux le plus de blocage et d'interruption pour mes clients pour qu'ils soient obligés de me parler. Il faut revenir à la base. Fait que j'ai pas l'expertise, je connais pas ça, je me fais montrer des rapports, puis là, les KPI, là, du reporting, on peut en avoir de la donnée. Je suis là-dedans à temps plein. Ah oui, ben, tu parles on de est lead. là-dedans, tu sais, mais juste suivre, puis les changements, puis tout ça, je veux dire, écoute, c'est une science, il y a des experts dans chacune des agences ou des fournisseurs. Il n'y a peut-être pas beaucoup de concessionnaires qui ont la curiosité. Ça, par historiquement, c'était ça. Il n'y avait peut-être pas la nécessité aussi. Tu sais, les ventes, et ça fonctionne, le manufacturier. Puis là, peut-être que la COVID, les pénuries d'inventaire, puis un paquet de facteurs dans les dernières années a peut-être, par la force des choses, obligé certains gestionnaires à se pencher un peu plus sur hey, où c'est que je sors l'argent, où c'est que je mets des dépenses. Parce que là, je mets 10, 15, 20 000, 2 000, 30 000 par mois, peu importe. Pourquoi? Tu sais, puis tu parles à un concessionnaire, hey, je mets 30 000 par mois. OK, pour le neuf, ouais. Là, tu es manufacturier de marque X, puis tu as 422 véhicules dans ton année. Tu peux en vendre 800? Ouais, non, mais non, on est 422. Tu peux en vendre 500? Ouais, on est 422. Pourquoi tu mets 20 000 par mois en marketing? Tu peux en vendre plus? Là, c'est tout ça qui te fait vendre tes chars. Puis souvent, ça va être ça. Mais c'est comme, attends, commençons à se poser des questions. Puis en plus, tu fais de la coop. C'est juste la pub de coop. Puis là, tu te dis, bon, mais si je veux m'arrêter, me poser ces questions-là, tu sais, bon, tu vas embaucher un clown comme moi pour te coacher puis te montrer comment que ça marche. Mais à part de ça, je veux dire, j'ai pas de source d'information pour apprendre, pour comprendre. Chacun me dit A, B, C, D, E, F, chacun a la bonne affaire, puis il dit que là, j'aime. Fait que là, tu arrives avec des gestionnaires qui disent, ben, je vais laisser faire. C'est trop gros, j'ai pas besoin de coop, je mets ça, on vend nos chars, on fait nos objectifs, on a nos parts de marché, j'ai pas besoin de me casser la tête avec ça. C'est là l'erreur, parce que, puis tu le sais, tu le fais aussi, tu pourrais juste diminuer tes dépenses, des fois de 100% ou 50%, puis pas avoir moins d'opportunités, pas avoir moins de ventes. Tu pourrais dire, ben, je vais diminuer mon budget, j'ai encore les mêmes ventes, puis je vais les transférer aux opérations fixes. Par exemple, au lieu du neuf audio, je vais mettre mon argent ailleurs ou je vais utiliser d'autres stratégies de contenu. C'est un gros travail. Je le vis, j'ai le privilège moi, de gagner ma vie avec ça. Ça va faire 10 ans que j'ai des concessionnaires à chaque année qui sont curieux, qui veulent comprendre, qui veulent apprendre. Mais je te dirais que dans la dernière année ou 2 ou 3, c'est de plus en plus. Je veux juste comprendre. Là, je veux prendre le temps, peut-être parce que, bon,
J'ai plus le temps, peut-être parce que les chars attendent 6 mois avant d'arriver, puis mais il y a une curiosité, on veut assainir les dépenses. Pas qu'on veut pas investir, on veut pas dépenser, mais on veut le faire aux bonnes places. On veut challenger les agences aussi, les fournisseurs. Puis les bonnes agences aiment ça, avoir les conversations. Je le vivais à l'époque. Là, ça va peut-être vite, il y en a peut-être beaucoup, il y a peut-être un peu, je vais dire, de machine à saucisses. Ouais. Des fois, je vais être avec justement un client, on va dire, OK, parfait, on va faire une revue de performance. Fais venir ton fournisseur, on va regarder les 12 derniers mois. Puis on veut une revue de performance. Moi, je faisais ça souvent dans mon ancienne vie. J'étais dealer. Là, tu demandes une revue de performance, des fois, c'est compliqué, là. Tout le monde est short staff ou peu importe. Puis, c'est quand même une fois par année. On devrait même, ça devrait être obligatoire au minimum. Je ne vais pas dire au trimestre, mais hey, monsieur le dealer, ça marche-tu bien notre stratégie? On peut-tu jaser? Fait que, Puis regardez overall, tu sais, parce que justement, tu sais, tu parlais des leads tantôt, j'ai envie de te dire, peu importe l'unité de mesure, tu sais, si je m'arrête à dire, OK, parfait, j'ai eu combien de clics? OK, good. Mais c'est quoi ces clics-là? Ils proviennent de où? Est-ce que c'est vraiment des clics qui étaient pertinents ou est-ce que justement, j'ai acheté ton nom de dealer à côté pour te générer des clics qui seraient venus chez vous de toute façon, selon toute vraisemblance, et potentiellement pour aller faire changer ses pneus et non pas vendre acheter une voiture. Je vais aller plus loin, tu as un clic, puis tu as même mis une conversion parce que, mais ils ont appelé pour prendre un rendez-vous au service. Puis, tu sais, ça, les leads, c'est une chose. Puis les leads, souvent, ce qu'on va mesurer, les leads, c'est juste les leads courriels, puis pas téléphoniques. Fait que là, on focus des fois sur 20% des leads. Il y a des dealers qui ont 4-5 fois plus de téléphone que de courriel. Fait que, ce qu'on peut mesurer, c'est une chose. Il y a toute l'attribution, les mesures, puis les lois et tout ça, mais au-delà de ce qu'on peut mesurer, comme tu as dit, c'est de se poser les bonnes questions. Parce qu'au final, tu sais, la vraie unité de mesure, c'est à la fin du mois, là. Est-ce qu'on a fait nos targets? Est-ce que nos efforts se sont déclinés en vente? Puis justement, il y a des éléments qu'on peut mesurer, puis il y a une part d'intangible aussi. Il y a une part de parfait, c'est laquelle de ces 8 points de contact-là qui a déclenché l'action dans le mois. Tu sais, j'ai vu la pub, ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, il y a un excellent article qui a été écrit par toi. Oh, je pensais que tu allais parler du tien. Non, pas du tout. Je te fais une passe. Okay. Mais justement, tu sais, titré, et là, ça se pourrait que je me mélange des mots, mais l'attribution n'existe pas, quelque chose comme ça. On va mettre le lien. Je pense que c'est encore ultra pertinent et d'actualité. Cette espèce d'analyse-là c'est pas un chemin linéaire. C'est pas un client qui clique sur une pub, qui remplit un lead, qui fait un walk-in, qui va faire un essai routier et qui prend livraison. C'est pas de même que ça se passe dans la vie. Ça serait bien plus facile. Ça serait très facile. Mais c'est pas comme ça. Mais c'est comme ça qu'on l'analyse trop souvent, tu sais. Oui, puis parce que souvent, Google nous a appris comme ça. Parce que, tu sais, souvent, tout ce qui est mesure, attribution, last click, les modèles, bien souvent, c'est avec Google Analytics, qui est un outil gratuit que Google me donne pour analyser la performance du produit qui me charge. Non, mais attends, tu prends 2 secondes pour t'arrêter à ça. Déjà là, tu te dis, ça marche pas, là. On ferait pas ça. Mais, le consommateur arrive dans ta concession et tu lui dis, hey, dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu achètes aujourd'hui? Lui-même n'est même pas en mesure de le savoir parce qu'il a vu une vidéo au cinéma il y a 4 mois, puis son chum, le voisin, il a checké des reviews, il a checké Google Review du dealer, il y a un de ses amis au travail qui a déjà acheté un chat. Il y a un paquet. Fait que là, ça fait 5-6 mois, des fois 1 an qu'il magasine. Puis là, nous, là, les scientifiques du marketing, on dit, c'est quoi l'élément qui a fait que tu as acheté? Le consommateur lui-même ne le sait pas parce que c'est une multitude de facteurs. C'est un écosystème puis d'expérience. Fait que d'essayer de pinpointer pour aller chercher l'attribution, c'est les Google de ce monde avec Analytics. Puis quand on se met à regarder ces données-là, c'est facile de voir qu'il y a bien de la bobouille. Mais la façon simple de le faire, puis je le dis aux dealers, parce que là, ils croient le rapport, puis je ne dis pas que ton fournisseur va te conter des histoires. Là. Mettons, tu peux traquer dans l'analytique, mais je dis, je te fais la situation suivante. Je commence à magasiner un véhicule d'occasion, puis c'est toi qui es un dealer. Puis là, le matin, j'étais avec mon cellulaire, puis je m'en vais au travail dans le transport en commun, puis je commence à googler, puis je recherche un véhicule de telle marque, telle année d'occasion. Je clique sur le premier lien. Ça donne que c'est un marketplace qui a des véhicules d'occasion. Je tombe dessus, je regarde un véhicule, il m'intéresse, ouais. Puis là, c'est GF Motors, le nom du dealer, ça me dit pas. Puis là, du midi, j'étais à la job, c'est que mon ordi la job. Là, je me dis, c'était quoi déjà le char, là, j'avais vu, là, je pense que c'était GF Motors ou quelque chose comme ça. Puis là, je google GF Motors. Puis là, je clique sur le premier résultat. Mais je ne sais pas, moi, je suis un client avec Google Ads, on s'en fout, ils ne savent pas les clients. Fait que là, je clique, ça donne que c'est un Google Ads. Fait que là, je m'en vais sur ton site, je vois ça, ouais, c'est intéressant, pas payé, ouais. Fait que j'arrive chez nous le soir, puis là, avant que ma femme arrive, j'étais avec mon laptop, puis là, je retourne faire ma recherche, je réécris ton nom, puis là, finalement, je clique encore le premier résultat, mais là, c'est l'organique, je sais pas.
Là, je revalide, ouais, le prix, tout, c'est bon, je vais montrer ça à ma femme tantôt. On écoute la télé, moi et ma femme, j'ai ça ton iPad, chérie, là. Check ça, Google, GF Motors, là. Puis là, elle clique sur ta fiche, où il y a les reviews, ton Google Business. Puis elle s'en va sur le site, je lui montre le modèle, elle dit, il m'intéresse, on envoie un lead. Là, ton CRM, ton Google Analytics, puis tous les grands penseurs de marketing, on va dire, hey, tu as eu 4 visiteurs. Parce que les 4 appareils, c'est pas la même adresse IP, c'est des appareils différents, mais c'est appareils. Fait que tu as 4 visiteurs, 25% de conversion. Parce qu'il y en a juste 1 sur 4 qui a converti. Le premier, il venait du Marketplace, pas bon. Le deuxième venait du Google Ads, pas bon. Le troisième venait de l'organique, pas bon. Le quatrième, il venait du Google Business Profile, c'est ça qui a converti. Fait que là, c'est un petit échantillon d'une personne, une petite affaire simple. Je ne tire pas ça par les cheveux. Puis là, tu as 12 000 visiteurs par mois. Fait que tu as comme peut-être 2, 3, 4 000 qui vont plusieurs fois. Fait que pour avoir été très creux dans le rabbit hole de Google Analytics, puis avoir passé des années là, c'est comme time out. Fait que tu ne peux pas mesurer, puis il y a trop d'impondérables comme ça, juste en cause du multi-appareil. Puis, fait que déjà là, si j'ai un petit échantillon comme ça, que je fais x6, 5 000, les résultats que j'ai, c'est tout n'importe quoi. Pour moi, la seule affaire qui a une valeur, c'est les tendances. C'est un peu comme les parts de marché de mon manufacturier. Encore là, des year over year, month over month. Ça donne absolument rien de comparé. Fait que déjà que la donnée qu'on a là-dedans, ça vaut ce que ça vaut. Faut prendre avec un grain de sel. Encore là, faut comprendre la technologie, tu sais, puis tout ce qui est en arrière, ce qui est très rare. Mais quand tu le comprends, là, tu es capable de dire, OK, j'en prends, j'en laisse. Là, je ne parle même pas de la Christifie loi 25 avec les bannières de pop-up de consentement qui vont faire que accepter, refuser la même couleur, même grosseur pour ne pas influencer, tu vas avoir peut-être 40-50% de refus, donc tu vas traquer 2 fois moins. Fait qu'on traquait déjà un échantillon de 10 000 qui valait ce qu'il valait, parce que. Puis là, on va en enlever. Fait qu'on va mesurer de plus en plus petit. L'échantillon va être de plus en plus petit. Tu sais, quand tu parles du year over year, tu sais, juste pour prendre cet élément-là en particulier, on s'entend dessus que dans les dernières années, là, d'une année à l'autre, la quantité de facteurs externes, on a commencé avec ça tantôt, on parlait des choses dont on ne parlera pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas de contrôle dessus, mais justement, ils arrivent quand même, ces affaires-là, puis ça fait en sorte que, parfait, on peut se comparer au même mois de l'année précédente, mais on se souvient juste, c'est pas, tu sais, ça se pourrait que dans les dernières années, là, tu sais, vous le savez, là, il y a tellement eu de choses, les subventions, les tarifs, l'inventaire, il y a un paquet d'affaires qui fait en sorte que ton mois peut être, tu sais, si ça arrive bien qu'une fois, c'est une anomalie, puis tout le monde va s'en souvenir, mais là, il y en a tellement. Oui, puis ce qui était bon avec ça, c'est qu'il y en a eu tellement, c'est que ça l'a pu aider à faire comprendre ce phénomène-là. Ouais. C'était toujours le cas. Moi, ça fait des années, j'avais des affaires year over year. Pourquoi tu me compares year over year? Genre, l'année passée, mon modèle était nouveau. Ou, tu sais, mon modèle était vieux, puis il mettait un rabais de 10 000 à 0% pour le liquider parce qu'il ne sortait pas. Puis il y a tellement de facteurs, puis là, pénurie, inventaire, manufacturier, la politique. Fait que là, je crois que les dernières années ont peut-être juste aidé à faire comprendre aux gestionnaires que ça ne donne à rien. Encore une fois, les tendances, le macro, on regarde les mouvements, puis on s'ajuste à partir de ça. Comme concessionnaire, je peux pas, tu sais, c'est une exception, je peux pas faire le double de part de marché. C'est pas la majorité, là. C'est-à-dire, il y a des réalités. Fait que si mon manufacturier a un cycle de vente, puis des fois il est à 5, des fois à 6 ou à 7, ben moi, je peux-tu être un peu mieux ou je suis moins bon? Fait, j'ai un petit range. C'est ça mon jeu que j'ai par rapport aux tendances puis au marché. Il y a des fois, on vend des chars comme de l'eau, on les commande 6 mois, d'autres, on est pogné avec. Puis il y a tellement de facteurs. Fait que c'est ça, puis ça revient à la mesure aussi, mesurer, comprends ce que tu fais, comprendre les unités de mesure, fait que tu comprends jusqu'où ça a du sens ou pas. Après ça aussi, quand tu fais juste poser des questions, c'est comme, on faisait ça, on regardait quel poste de radio que le client écoutait quand il venait au service, puis là, on se disait qu'on va annoncer sur ce poste-là, parce que tous nos clients écoutent tel poste. Oui. Bon, est-ce qu'il il enregistrait 6-7 postes dans ses favoris, puis que là, il tournait toujours, puis ça donne que là, il était là, puis... Puis là, avec les Sirius XM de ce monde, les radios satellites, les ça, Apple, c'est ça. Là, écoute, on a fait quand même un gros bout sur... On a fait quand même un bon moment sur le marketing comme tel. Je sais que quand tu arrives dans un concessionnaire, tu regardes l'ensemble de l'œuvre, puis tu parles de l'ensemble des départements, puis vraiment,
big picture, là, tu sais. Dans les autres éléments qui sont, selon toi, ceux qui préoccupent le plus ou qui monopolisent le plus d'attention des dirigeants puis des propriétaires de concessions présentement, outre le marketing, là, puis justement la gestion de ce budget-là, puis la compréhension de comment ça marche, cette histoire-là, c'est quoi les autres gros challenges auxquels ils font face présentement? On va exclure manufacturier, puis politique et tout ça. Tu sais, le deuxième plus gros poste de dépense, c'est le marketing qu'on vient de parler. Le premier, c'est les RH, qu'on appelle les ressources humaines. Puis moi, les ressources, j'aime moins ça. J'aime ça appeler les relations humaines, les employés. C'est le défi. Le staff, que ce soit d'avoir des employés engagés, que ce soit la formation, que ce soit le professionnalisme. Donc là, le gros du défi est au niveau du personnel. Malheureusement, tu dis au concessionnaire, est-ce que c'est à cause de toi que tu as de la misère à garder ton monde ou à recruter? Tu as une bonne culture? Ben des fois, les concessions, que ça va bien, la rétention d'employés, puis qu'il y a une bonne stabilité, puis ils ont des employés qui ça fait très longtemps qu'ils sont là, il y a une bonne culture d'entreprise, qui n'est pas juste des mots sur un mur, les valeurs, puis notre objectif, puis c'est pas vécu. Des fois aussi d'avoir des propriétaires ou de la direction engagés dans la concession, ça l'aide. Mais définitivement, quand tu parles aux gestionnaires, que ce soit du marketing ou peu importe, dans leur réalité de business, le côté de l'humain, c'est ça le plus gros du défi. Puis on a déjà parlé dans le passé, il y a bien des endroits que avant la COVID, bien, on avait un peu plus de social, puis qu'on avait la maison de travail, puis le social un peu plus, parce qu'on ventilait notre soupape, et il y en a beaucoup qui ont perdu ça. Puis là, ils ventilent à la concession. Ils ventilent dans l'entreprise. Fait que tout le côté, je veux dire, psychologique des employés, comment les coacher, puis ça part aussi d'en haut, des fois, comment tu vas te donner l'exemple, comment tu vas inspirer les gens. As-tu des exemples concrets? Je sais que la quantité d'idées qui sort de cet individu est quand même assez phénoménale. À chaque fois qu'on a une jasette, ça revole dans toutes les directions. As-tu des exemples concrets ou des choses que tu pourrais me nommer que, justement, que vous avez mis en application chez certains de tes clients ou vraiment là, voici, il y avait tel problème, on a fait telle affaire, puis ça l'a réglé. Ou tu sais. J'aimerais ça t'en dire. Ouais. Puis j'en ai rarement parce que c'est du cas par cas. OK. C'est pas tant, oui, les affaires qui se ressemblent, mais par exemple, gestion d'un employé ou j'ai un propriétaire, puis il y a son directeur des ventes, puis il veut changer un certain comportement, ou ça reste du cas par cas. Parce que ça reste chaque employé. Fait que, oui, tu peux avoir des stratégies, que ce soit de la création de contenu ou d'autres, ou de mobilisation, d'engagement. Je ne peux pas arriver avec une « Hey, voici qu'est-ce qui marche, voici la recette » parce que c'est du cas par cas. On a une bonne idée de ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir, mais c'est tellement différent dans chaque concession, de par les employés, de par la marque, de la ville, où est-ce qu'ils sont situés. Ah ben oui, c'est clair. Tout l'ensemble de ces facteurs-là, puis des fois, tu as des concessions aussi qu'il y a plusieurs chapeaux. Là. Dans les plus petites concessions, il en fait beaucoup plus. Puis, les façons de faire sont toujours différentes. Mais au final, l'élément commun, c'est... Premièrement, c'est d'enseigner, de donner la formation, l'éducation sur, OK, c'est quoi l'élément? C'est marketing, RH, gestion, peu importe. Là, on va parler un peu de la théorie, comprendre un peu c'est quoi l'écosystème, prendre un recul, comprendre c'est quoi les attentes de ton client ou de ton employé, prendre le temps, s'arrêter, ça revient à ça. Puis après ça, on va l'adresser. Fait qu'il n'y a pas rien de... Ça peut être, par exemple, des meetings des ventes. On va être dans un meeting des ventes, il y a un concessionnaire qui dit hey, « Je veux que mon équipe fasse du contenu. » Je leur demande de faire du contenu, puis ils n'en font pas. Comment on peut mobiliser? Fait que là, ce qu'on va commencer, c'est donner la formation aux employés de pourquoi on fait du contenu. Ça vaut-tu la peine? Puis là, quand je comprends pourquoi, puis tu donnes des exemples, puis le marketing, les stratégies, les leads, l'argent, les gens, comment on... Puis là, tu dis, vous autres, comme consommateurs, quand vous êtes sur les médias sociaux, fait que là, on se met à la place du consommateur, puis il dit, c'est où est-ce qu'on peut aller attirer son attention? Parce qu'au final, tout ce qu'on fait, c'est d'essayer d'attirer l'attention. Marketing, c'est je vais attirer l'attention dans un canal de communication d'une audience pour y adresser un message. Fait qu'on est tous à la guerre de l'attention. Il y a là que le tiers 1, tiers 2, tiers 3 qui se compétitionnent, les concessionnaires entre eux autres qui se compétitionnent. Fait que de comprendre à la base, puis là, après ça, quand je comprends, on est plus capable de dire, OK, là, tu as compris, là, je vais te donner des outils. Parce que, encore là, des fois, c'est là que, hey, fais du contenu. Parfait. Comment je fais?
c'est quoi que je fais. Puis, fait que de donner un petit guide, un départ, des idées, des façons de faire, de créer tel type de contenu qui va être réutilisé. Que si ton modèle le plus vendu, c'est tel modèle, puis tu as souvent les 3-4 mêmes questions, fais ces 3-4 vidéos-là de contenu pour commencer. Fait que d'un, tu vas pouvoir les utiliser souvent pour ta gestion des leads, des demandes. Ça peut être des fois aussi des contenus qui vont être utilisés pour les livraisons. Des fois, des explications, comment configurer les choses. Fait que ça revient toujours à enseigner, donner la formation, comprendre. Un coup que tu as compris, tu devrais avoir le goût de le faire. Je vais te donner les outils, je vais t'aider à le faire. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Les recettes sont appliquées. Des fois, c'est l'équipe au complet. Des fois, c'est un individu. Souvent, c'est comme les leads d'Internet à l'époque. Personne ne les voulait. Il y a un petit jeune qui les a pris. Il s'est mis à vendre des chars. Là, tout le monde en veut. Fait que c'est la même recette. Fait que Ouais, mais je pense que que ce soit avec les agences, les fournisseurs, les partenaires, c'est de prendre le temps de s'arrêter pour regarder, OK, time out, là, on est sur le cruise control, on fait, que ce soit des commandites, du traditionnel, du numérique, que ce soit des activités sociales qu'on fait, peu importe, c'est comme, OK, c'est quoi tout ce que je fais pour avoir une bonne présence, attirer l'attention? Ouais. Puis souvent, ben, si j'ai pas la culture d'entreprise, puis je suis pas heureux, ça va être difficile de faire jouer ça. J'aime ça l'exemple, non, définitivement. Ouais. J'aime ça l'exemple que tu as mentionné avec les leads d'Internet, justement, qui Ouais. a eu ce shift-là, parce que c'est un peu, tu sais, je fais aussi le parallèle avec le fait que, au départ, quand on a commencé à essayer de convaincre les gens de oui, c'est important les Google Reviews. Ouais. Puis là, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui le fasse, puis qu'il y a des clients qui rentrent en disant oui, j'ai vu que Dominique, là, il y avait plein de commentaires là, Les super 5-6 positifs, derniers, 5 c'est étoiles, quoi? là, fait que j'aimerais ça que ce soit lui mon vendeur. Puis là, ben, ce phénomène-là, on le voit maintenant avec la création de contenu, justement, Ouais. le personal branding, que de plus en plus, j'ai l'impression de conseillers aux ventes, de conseillères aux ventes veulent se mettre de l'avant, Ouais. qui est la chose à faire, C'est la même chose, ça va faire le même effet que les fameux Google Reviews, Ouais, mais multiplié par un facteur de 1000 Ah oui, milliards. ben, de dollars. Mais c'est 100% raison. À tous les niveaux. Et c'est la confiance. Puis souvent, tu sais, quand j'ai commencé dans l'automobile, on disait t'es comme des agents immobiliers. L'automobile, les vendeurs, c'est comme des agents immobiliers. Ben, les agents immobiliers, là, c'est eux autres qui font le pub, c'est le face. C'est pas la bannière ou tu sais, le processus de. Non, c'est toujours le face, c'est le personal brand. Donc, puis au-delà de la compagnie et de l'employé, c'est que comme consommateur, on fait affaire avec des humains. Oui. Ça ne veut pas dire d'aller mettre des billboards là, ou des côtés d'autobus là, avec votre visage. Là. Il y a d'autres façons de le faire. Il y en a Cela qui aiment étant ça, dit, il y en a voilà. qui aiment ça. Écoute, en terminant, Dom, encore une fois, le temps passe sans qu'on s'en rende compte. Dernière chose que je voudrais savoir, là. On termine l'année bientôt, déjà. Hein? Les décos de Noël sont officiellement dans les magasins depuis beaucoup trop longtemps déjà. Ma question pour toi, tu as un concessionnaire, toi là, tu en as un demain matin. Félicitations. C'est quoi, qu'est-ce que tu mets sur ta to-do list en priorité? Quels sont les éléments que tu te dis, il faut que j'adresse ça avant la fin d'année ou en début d'année absolument là, pour me mettre dans la bonne direction et sur la bonne track pour 2026? Si je viens d'acheter le dealer, c'est une autre chose, mais Mettons que tu l'as depuis longtemps finalement. Oui, c'est difficile. Ouais. Je m'en ai dit, si tu viens de l'acheter, c'est comme une mobilisation, un Oui, sondage, tes employés, avoir le feedback. Mais si tu l'as longtemps, c'est que si je l'avais longtemps, je serais probablement déjà dedans. Puis c'est juste de continuer le travail de, où est-ce qu'il y a de l'argent qui sort? On va regarder nos dépenses. On va essayer de minimiser ça. Parce que je peux-tu couper des dépenses de vente, puis je vais vendre quand même mes véhicules? C'est possible, ça. Dans mon occasion, même chose, je mets beaucoup, beaucoup d'argent. Je peux-tu diminuer ça, puis je vais tourner quand même mon inventaire? Fait il y aura peut-être plus de cet assainissement-là parce que c'est de plus en plus dur pour beaucoup de marques et de concessionnaires. C'est pas de la facilité. Il y en a qui ont des ventes, ça va très bien, mais il y en a d'autres qui c'est plus difficile, fait qu'on veut faire attention à nos sous. Je pense que aussi tout ce qui est meilleure collaboration. Exemple, je suis dans une ville en région, on va faire de quoi que tous les dealers de la ville en région. On va faire un événement, on va toujours pumper une pump out, puis une idée comme ça, on dirait qu'on met en place. Je suis dans une ville où on est 10-12 dealers, on va s'asseoir, puis on va dire on va faire un processus de formulaire d'achat ou des formulaires d'échange. Fait que là, on va dire aux gens, hey, venez dans notre ville, nous autres, là, vous allez sur le site, tous nos directeurs de véhicules d'occasion, des concessionnaires participants, on va acheter vos véhicules,
mets tes informations, on va vous donner un prix. Tu peux magasiner dans n'importe quel concessionnaire de la ville avec ce prix-là. On voit ça. Parce que si c'est un concessionnaire de marque X qui, lui, il paye 1000 $ de plus, puis moi, je vais acheter une marque Y, je peux acheter la marque Y, il va le racheter pour le consommateur. Fait que de faire des collaborations un peu plus, je vais dire, dans ma ville, ma région, parce que c'est pas mes compétiteurs. Tu sais, si on met ça à plus grande échelle, c'est un peu plus des fois les autres codes postaux. C'est ça un peu les pump-in, pump-out, les parts de marché des concessionnaires. Si je suis un dealer de marque X, puis on est l'autre marque dans la ville, c'est pas toi mon compétiteur. Le client va choisir ta marque ou ma marque. C'est pas moi qui va le convaincre de choisir ma marque. C'est en haut que ça se passe. Tu sais, c'est où je vais l'acheter. Mais là, si on peut, dans un même endroit, c'est un peu comme on disait, on met les concessionnaires un à côté de l'autre dans les débuts. Les gens disent « Ah non, c'est pas bon. » Non, au contraire. Fais un strip de centre d'achat. C'est ça. C'est le principe. Fait que je pense que le côté collaboration, avec le manufacturier aussi, j'essaierai d'avoir le plus d'échanges et de communication avec le manufacturier parce que, je l'ai dit avec tout plein d'amour, la plupart des problématiques partent d'en haut du manufacturier, que ce soit les programmes, les changements de programme, les coops, les structures, la façon de vendre les véhicules, l'expertise qu'on doit avoir aussi au manufacturier. Fait que je pense que le côté relation avec le manufacturier, ce serait l'autre chose. Étant limité dans les véhicules neufs, tu es un concessionnaire, les véhicules neufs, on est limité. C'est sûr que le focus serait sur les véhicules d'occasion, là, comme tout le monde, mais les opérations fixes aussi. Très peu vont mettre du marketing ou vont faire des stratégies pour aller chercher aux opérations fixes. Aller chercher des roues d'entreposage, des changements d'huile. Là, j'ai des Canadian Tire, puis Mr. Puff, Mr. Lop et les autres, là, c'est pas exprès. C'est même pas un lapsus, pour vrai. C'est ça, mes compétiteurs, les petits joueurs, plus que les autres concessionnaires, je peux aller chercher des clients qui sont hors garantie, qui ça fait 3-4 ans, qui ne viennent plus au dealer, qui sont faire le service d'entretien dans l'aftermarket. Fait qu'il y a l'implication locale aussi, sociale, locale, ça serait quelque chose de très, très fort pour avoir justement une bonne présence, une visibilité, mais qui n'est pas du marketing, qui n'est pas juste des commandites. Fait qu'il y a une véritable implication locale et sociale. Puis oui, il y a beaucoup de bons contenus qu'on peut tirer de ça. Puis, fait que, ouais, puis changer les plans de paye, on s'amuse avec ça. Puis je fais un rappel avec le sommet qu'on a là, parce que là, hier, on parlait, puis les concessionnaires disaient, il faut changer les comportements. Puis le vrai défi qu'on va avoir avec regagner la confiance du public, c'est soit dans le transactionnel, qui est le vendeur FNR, dans cette partie-là. Mais là, puis je disais que les propriétaires, la recette est simple, change ton plan de paye. C'est pas simple à faire. Mais on est payé à commission. Enlève-moi un paye à commission. On jase, on fait ça simple. Si tu me payes à l'année, je sais, j'entends déjà les contraintes. Tu me payes à l'année, puis le client, il sait, je ne suis pas payé à commission. Moi, je suis juste payé si je mérite ta clientèle. Je vais être bonifié puis payé pour les bons comportements qu'on veut voir, que ce soit le CSI ou les Google Reviews ou les peu importe. De changer le plan de paye, c'est radical, mais tabarouette. C'est ça la base du problème. Puis, en haut aussi, je suis propriétaire, mon DG est payé comment? C'est quoi le plan de paye de mon DG? Bien, ça fait tous les mauvais comportements des fois parce que là, et mon FNR, et mon vendeur, 9 use. J'ai un gars de 9 et un gars de use. Je ferai un plan de paye commun, d'avoir le même plan de paye, le 9 et le use ensemble dans un département, sépare le bottom line en deux. Là, c'est plus mon char, ton char, c'est notre transaction. Fait que les silos qu'on a créés, il y en a beaucoup de ces réalités-là, des silos qui viennent à cause des plans de paye, parce que c'est payé comme ça. Les objectifs sont... Ouais, mon gars de service, puis mon gars de use dans la fin de mois qui veut... Et si lui était payé, le gars de service, sur les objectifs, c'est bon. Mais le principe est le suivant. Là, tu t'assois avec ton équipe, tu dis, OK, voici l'objectif, comme 9 use. Alors, dessinez-moi un plan de paye. Fais participer, c'est quoi qui ferait du sens? Tu gagnes à peu près tant par année, puis je suis sûr que la majorité des gens qui sont à commission, s'il y avait à peu près le même salaire sans commission, pas sûr qu'il y en aurait beaucoup de malheureux. Parce que la majorité, je pense, des vendeurs et des vendeuses, des conseillers et conseillères aujourd'hui, dans les nouvelles générations, la majorité n'aime pas ça négocier, comme le client. L'affaire d'échange, c'est pas agréable, c'est pas le fun. C'est pas ça qu'on veut, on va avoir du plaisir à trouver. Le changement de plan de paye, je pense que ce serait un des gros éléments où est-ce que là, tu peux redessiner les comportements que tu t'attends de ton équipe, avec les objectifs que tu as. C'est certain quand on parle de comportement, puis on va terminer là-dessus, mais tu sais, justement, c'est correct la théorie, puis c'est correct les vœux pieux, là, puis les beaux objectifs qu'on veut se fixer, puis tout ça, mais effectivement...
Non, mais c'est ça, c'est la même affaire, c'est ça, là. Hein? On sait ce qu'il faut faire, mais il faut le faire. Ouais, c'est ça, voilà. Oh. Excuse-moi. Écoute, c'était parfait. Mais donc, c'est ça. Si je suis rémunéré ou si mon objectif, si financièrement, j'ai un incitatif à faire la bonne chose ou à adapter le comportement puis la façon que je fais à business pour que ça s'en aille dans cette direction-là. Tu sais, des fois, on cherche très, très loin sur comment je vais faire, puis finalement, la réponse, elle est juste là. C'est un excellent. Écoute, Mais tu m'as gardé ça pour la fin, mais c'était délicieux. C'est un as. Ouais, voilà. Mais, Écoute, super intéressant. Merci encore pour ton temps. Je crois que ça fait le tour pour aujourd'hui, mais bien sûr, il y aura une suite lors d'un prochain événement, n'est-ce pas? oui, puis je vais le dire d'emblée, Oui. on va se recéduler une autre rencontre Ouais. pour un deuxième petit volet avec justement le sommet, ce qui va se passer dans les communications dans les prochaines semaines, puis peut-être devoir de communiquer aussi avec l'étape, avec tout ce qui devrait se rendre sur le plancher, avec les conseillers, les directeurs et directrices commerciaux. Fait que peut-être qu'on pourra regarder, d'essayer de se faire un petit événement pour essayer de donner un deuxième petit... Oui, puis on gardera un petit volet marketing ou ça, parce que en 2026, évidemment, il y aura la liste des concessionnaires certifiés qui va sortir, qui va être dévoilée au public. Ouais. Il y a tout ce bruit-là qui va se faire justement auprès des acheteurs, auprès des clients. Fait en tant que concessionnaire, comment je fais pour me positionner dans mes communications, dans mon marketing, pour s'assurer que moi, je suis certifié, moi, j'ai fait les bonnes choses, puis j'ai cet avantage concurrentiel additionnel-là. Ouais. Comment on fait pour le communiquer, puis vraiment mettre les bonnes stratégies en place pour s'assurer d'aller chercher un maximum de valeur de ce mouvement-là. Oui, puis tu viens de le faire vivre et de le communiquer, parce que là, si on arrive à 80, 90 ou 100% des concessionnaires qui sont certifiés, là, j'ai plus d'avantage par rapport aux autres, mais c'est comment je le fais vivre. Ouais. Et c'est un peu, puis tu sais, on peut terminer là-dessus, c'est un peu comme les hood and trunk, les essais. Je vais faire une démonstration du véhicule, puis tu sais, je me rappelle à l'époque, là, le liquide lave-glace, là, monsieur le client, il est du côté du passager. Comme ça, si vous avez une pénurie de lave-glace, là, vous roulez sur l'autoroute, puis il manque de lave-glace, puis vous devez faire le plein, puis vous arrêtez sur le bord de l'autoroute pour le remplir, c'est pas dangereux d'être sur le bord du conducteur. Ils l'ont. Hey, c'est n'importe quoi, tu comprends? Mais il y a un paquet de features comme ça qu'on prend pour acquis, les zones de déformation contrôlées, peu importe dans les véhicules que personne ne va transmettre cette information-là au client, on ne le communique pas, on le prend pour acquis. On ne fait pas une bonne job. Fait que je pense de revenir à la base de comment on peut bien communiquer tous les éléments, dont ça, le côté certification qui va sortir avec le grand public, ça va être la belle période. Puis là, il va falloir être prêt à s'assurer à recevoir les clients avec nos nouvelles pratiques de certification. À mettre aussi sur la to-do list éventuellement. Oui, un autre petit to-do list là, pour les gestionnaires qui n'en ont déjà pas assez. Là. Excellent. Hey Dominique, merci beaucoup pour ton temps. Comme toujours, un grand plaisir. Puis on se book ça très bientôt pour la suite de la conversation. Manquez pas ça. Puis si vous voulez être sûr de ne pas le manquer, justement, abonnez-vous au balado. Et voilà, c'était JF Breton et Dominique Sigouin qui vous disent à la prochaine fois. Considérez-vous comme salut. Ça. Au revoir. Au revoir.